Il y a 5 ans, ma femme s'est enfuie avec mon frère, la veille de notre mariage. Lors de la réunion de famille, elle a ri et m'a dit « Te quitter est la meilleure chose que j'ai jamais faite ». 5 minutes plus tard, une femme enceinte est entrée, tenant par la main une petite fille de 3 ans. Mon ex a laissé tomber son verre. Mon frère, lui, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Tout a commencé un mardi matin, 3 semaines avant le mariage. J'avais 45 ans, et je sentais que la vie me donnait enfin ce que je méritais. Je n'étais pas un homme riche. Je ne l'ai jamais été. J'étais technicien de maintenance industrielle, travaillant dans une usine de transformation, à la périphérie de la ville. Je gagnais environ 3 000 € par mois. Et avec cela, je menais une vie simple, mais décente. J'avais un petit appartement, situé au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur, et une voiture de 10 ans, qui démarrait presque à chaque fois. J'avais aussi un compte d'épargne avec 12 000 €. Une somme que j'avais rassemblée, centime par centime, pendant des années, pour payer le mariage que j'avais toujours rêvé d'offrir à Célestina. Célestina. Par où commencer pour parler d'elle? Elle était le genre de femme qui, en entrant dans une pièce, semblait réorganiser la gravité autour d'elle. Grande, des cheveux bruns mi-longs, elle possédait une façon de parler qui donnait à quiconque l'écoutait, l'impression d'être le centre de l'univers. Je l'ai rencontrée à la fête d'anniversaire d'un collègue. Elle s'y trouvait parce qu'elle était l'amie de la femme de celui qui célébrait son anniversaire. On nous a présentés. Nous avons parlé pendant 3 heures d'affilée, sans même nous en rendre compte. Et quand je lui ai dit au revoir ce soir-là, je savais que j'étais perdu. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. 2 années durant lesquelles j'ai cru, avec toute la certitude dont un homme amoureux est capable, que j'avais trouvé la bonne personne. Célestina était affectueuse, intelligente, et amusante. Elle parlait de l'avenir avec un naturel, qui m'apaisait profondément. Elle voulait une maison. Elle voulait de la stabilité. Elle disait qu'elle se moquait de l'argent, et ne se souciait que de l'honnêteté. Je croyais chacun de ses mots. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Ce que j'ignorais, ce que j'ai mis trop de temps à comprendre, c'est que Célestina avait une façon bien à elle de voir le monde. Pour elle, les gens n'étaient pas tout à fait des êtres humains. Ils étaient des options, des pions sur un échiquier, qui se déplaçaient en fonction de ce qu'ils pouvaient lui offrir, à un instant précis. Et moi, à cette époque, j'étais la meilleure option qu'elle avait. Mais mon frère, Valentine, attendait dans l'ombre. Valentine avait 3 ans de moins que moi. Il a toujours été le favori de ma mère, bien qu'elle ne l'ait jamais admis en ces termes. Il était plus grand, et plus sociable. Il possédait cette aisance à entrer quelque part, et à se faire aimer de tous en seulement 10 minutes. Et contrairement à moi, Valentine était sur le point d'hériter de la majeure partie de l'entreprise familiale. Un distributeur de matériaux de construction, que mon père avait bâti après 30 ans de travail acharné, et qui valait alors près de 400 000 €. Je n'héritais de rien de cette entreprise. Non pas parce que mon père ne m'aimait pas, mais parce que, des années auparavant, lorsqu'il m'avait proposé de venir travailler avec lui, j'avais choisi ma propre voie. Je suis devenu technicien. J'ai fait des études. J'ai cherché mon indépendance. Mon père a respecté ce choix. Mais la conséquence fut que l'entreprise est revenue à Valentine. Célestina le savait. Elle l'a toujours su. Ce que je n'ai découvert que bien plus tard, c'est que pendant que j'économisais ces 12 000 €, pendant que je choisissais la salle de réception, et pendant que je coordonnais chaque détail avec un enthousiasme qui, aujourd'hui, me fait honte. Célestina et Valentine se voyaient en secret depuis des mois. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un simple moment de faiblesse. C'était une décision froide, minutieusement calculée par 2 personnes, qui avaient décrété que j'étais remplaçable. La veille de notre mariage, pendant que je dormais chez un ami car la tradition veut que le marié ne voie pas la mariée avant la cérémonie, Célestina a rassemblé ses affaires. Elle a vidé ses placards de l'appartement que nous partagions déjà, a déposé la bague sur la table de la cuisine, et est partie avec mon frère. Sans un appel. Sans un message, sans un seul mot. Je l'ai découvert à 7 heures du matin, le jour même de mon mariage. En me rendant à l'appartement pour récupérer mes documents, j'ai trouvé la bague isolée sur la table, et son dressing complètement vide. Ce silence fut la chose la plus cruelle de toutes. Non,
pas l'abandon, le silence. Je me souviens encore d'être assis sur le sol de la cuisine, la bague à la main, incapable de pleurer, incapable de penser, et ne comprenant absolument rien. Dehors, dans une salle de la ville, il y avait des fleurs. Il y avait des chaises, disposées en rangée parfaite. Il y avait un gâteau à 800 €. Des invités s'apprêtaient à revêtir leurs plus beaux habits, pour assister à un mariage qui n'allait jamais avoir lieu. Et moi, j'étais là, seul par terre, ignorant encore que le pire n'était pas cet instant précis. Le pire restait à venir. C'était à moi d'appeler tout le monde. Il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Mon téléphone regorgeait de messages, des parents demandant à quelle heure ils devaient arriver, des amis confirmant leur présence, la coordinatrice de la salle demandant si elle pouvait ouvrir les portes. Et moi, j'étais assis sur le sol de cette cuisine, avec la bague de Célestina dans le creux de la main, cherchant des mots qui n'existent pas, pour annoncer aux gens qu'il n'y aurait pas de mariage. Le premier appel a été pour ma mère. J'ai composé son numéro à 3 reprises, avant que l'appel n'aboutisse. Lorsqu'elle a répondu avec cette voix joyeuse, typique d'un matin de fête, il m'a fallu près de 10 secondes pour réussir à parler. Je lui ai annoncé que Célestina était partie, que le placard était vide, et qu'elle avait laissé la bague. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis, ma mère a prononcé quelque chose qui m'a brisé en deux. D'une manière que, même aujourd'hui, 5 ans plus tard, je n'ai toujours pas totalement assimilé. Elle a dit, « Benjamin, Valentine ne s'est pas présentée ce matin non plus. » J'ai raccroché. Je ne me souviens pas avoir raccroché, mais je l'ai forcément fait, car soudainement, le téléphone était sur le sol. J'étais toujours assis, immobile, fixant la bague, pendant que quelque chose au fond de moi réorganisait toutes les informations des 2 dernières années. D'une manière aussi brutale que silencieuse. Comme lorsque vous terminez un puzzle, que vous voyez soudain l'image dans son ensemble, et que vous n'arrivez pas à croire que vous ne l'aviez pas vue plus tôt. Toutes les pièces se trouvaient juste devant moi, pendant tout ce temps. Les fois où Valentine passait me voir, et que Célestina mettait beaucoup trop de temps à le saluer. Les fois où elle glissait son nom dans des conversations, alors qu'il n'avait aucune raison d'y figurer. Cette nuit où je suis rentré plus tôt du travail, et où je les ai trouvés assis dans le salon. Trop éloignés l'un de l'autre, trop formels, comme 2 personnes qui venaient de s'écarter brusquement en entendant la clé tourner dans la serrure. J'avais tout vu, et je n'avais rien vu. Car on ne veut jamais voir ce qui pourrait détruire tout ce que l'on aime. Les 3 heures suivantes furent les plus humiliantes de ma vie. J'ai appelé chaque personne figurant sur la liste des invités, soit plus de 80 appels. J'ai dû donner des explications aux oncles, aux cousins, aux collègues, aux voisins. Mais aussi à la fleuriste, ainsi qu'au photographe, qui installait déjà son matériel dans la salle. J'ai annoncé à chacun d'eux, avec les mêmes mots usés et vides de sens, que le mariage n'allait pas avoir lieu, que j'en étais désolé, et que je les remerciais pour leur temps. Certains m'ont demandé ce qui s'était passé. Je ne savais pas quoi répondre. Alors, je prétendais que nous avions décidé de nous séparer, d'un commun accord. C'était un mensonge, mais c'était le seul mensonge de dignité qu'il me restait à ce moment-là. D'autres connaissaient déjà la vérité. Car dans les petites villes où la nôtre en était une, même si elle portait le titre de grande ville où les nouvelles voyagent plus vite que les appels téléphoniques. Dès midi, la moitié de la ville savait que Célestina avait abandonné Benjamin la veille des noces, pour s'enfuir avec son propre frère. L'après-midi même, des versions embellies circulaient déjà, que j'étais au courant à l'avance, que c'était moi qui les avais présentées, que je méritais mon sort pour avoir été si naïf, ou qu'il avait toujours été évident que Célestina était trop bien pour moi. Cette dernière remarque m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. Non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'une petite partie de moi, dans les pires moments de ces semaines-là, s'est demandé si c'était vrai. L'argent du mariage était presque entièrement perdu. La salle m'a remboursé la moitié, grâce à une clause dans le contrat. Le photographe ne m'a rien remboursé. La boulangerie non plus. Entre les acomptes perdus, les services déjà payés, et le reste des dépenses, il n'y avait tout simplement aucun moyen de récupérer les fonds. Un peu plus de 7 000 € se sont envolés en une seule matinée. 7 000 €, sur les 12 000 que j'avais mis des années à économiser. Évanoui avant même le midi, un samedi qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie. Il me restait 5 000 €, un appartement au placard vidé de ses affaires, et un silence écrasant, que je ne savais pas comment combler. Les premiers jours ont été étranges, d'une manière difficile à expliquer. Je n'ai pas pleuré immédiatement.
Je crois que la véritable douleur a mis du temps à s'installer, parce que le cerveau a cette façon de vous protéger, lorsque la réalité est trop vaste pour être assimilée d'un seul coup. Je fonctionnais. Je me levais. J'allais travailler. Je mangeais. Je dormais. Mais c'était comme si j'accomplissais tout cela depuis l'intérieur d'une cloche de verre. Les choses se passaient autour de moi. Mais elles ne m'atteignaient pas complètement, jusqu'à ce que, inévitablement, le choc finisse par percer l'armure. C'est arrivé un soir, près de 2 semaines plus tard. Je réchauffais quelque chose à manger, et j'ai allumé la radio, juste pour échapper au silence. C'est alors qu'est passée une chanson que Célestina écoutait toujours, pendant qu'elle cuisinait. Une chanson idiote et sans importance, une de celles dont on oublie le nom, mais que l'on reconnaît dès les 3 premières secondes. Et là, quelque chose en moi s'est tout simplement brisé. Je me suis assis sur le sol de la cuisine, pour la 2e fois en 2 semaines. Et cette fois-ci, j'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré pendant un long moment. J'ai pleuré pour Célestina, mais j'ai aussi pleuré pour Valentine, qui était mon propre frère, et qui avait choisi de me faire subir ça. J'ai pleuré pour les 12 années durant lesquelles nous nous étions connus, pour nos Noëls passés ensemble, pour les fois où il m'avait défendu lorsque nous étions enfants. Pour tout ce que je croyais que nous représentions, l'un pour l'autre. J'ai pleuré pour les 7 000 €. J'ai pleuré pour les coups de téléphone de cette matinée maudite. J'ai pleuré de honte, pour avoir dû expliquer à 80 personnes que ma propre fiancée m'avait abandonné pour partir avec mon frère. Mais par-dessus tout, j'ai pleuré parce que je ne savais plus qui j'étais, sans tout cela. J'avais bâti mon identité autour de cette relation, de ce mariage, et de cet avenir que j'avais planifié avec tant de soin. Et d'un coup, tout s'était évaporé en une seule nuit, me laissant à 45 ans, seul, et ne sachant plus vraiment dans quelle direction regarder. Avec ma famille, les choses se sont compliquées, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Ma mère n'a jamais vraiment su comment gérer la situation. Valentine était son fils, lui aussi. Et, bien qu'elle ne m'ait jamais dit ouvertement qu'elle le défendait, il y avait une gêne dans sa façon de parler, une volonté de ne pas prendre parti, que j'ai perçue comme un abandon silencieux. Elle m'appelait de temps en temps au cours de ces premiers mois, mais nos conversations étaient brèves et prudentes, comme si elle marchait sur du verre brisé. Elle ne mentionnait jamais Valentine. Elle ne mentionnait jamais Célestina. Elle me parlait de la météo, de son jardin, ou d'un voisin qui avait eu un problème de santé. Dieu, que pouvais-je faire d'autre? Mon père, en revanche, fut différent. Il m'a appelé 3 jours après les événements. Et sans préambule, sans tourner autour du pot, il m'a dit que ce que Valentine avait fait était mal. Qu'il le savait, que je le savais, et qu'il n'y avait aucune façon d'enjoliver la réalité. Il m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, peu importe ce que c'était, je devais l'appeler. Ce fut la conversation la plus courte et la plus honnête que j'ai eue, durant tous ces mois. Et je la conserve encore aujourd'hui, précieusement, quelque part au fond de moi. Cependant, même mon père ne pouvait réparer ce qui avait été détruit, car la cassure ne se situait pas à l'extérieur. C'était quelque chose à l'intérieur de moi. C'était la confiance. Cette capacité à croire que les personnes, que vous choisissez de garder près de vous, agiront avec la même loyauté que celle que vous leur témoignez. Cela ne se répare pas avec un simple coup de téléphone. Cela prend des années. Et j'ignorais encore combien de temps cela allait me prendre. Je ne savais même pas si je pourrais, un jour, la retrouver pleinement. Au cours de ces premiers mois, honnêtement, je n'étais pas sûr que ce soit possible. La seule chose dont j'étais certain, c'était que je devais continuer à me lever, chaque matin. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis levé, un jour après l'autre, ignorant encore que ces journées grises et silencieuses posaient les fondations d'une chose, que je ne pouvais même pas encore imaginer. Les mois qui ont suivi furent les plus longs de toute ma vie. Non pas parce qu'il s'est produit des événements terribles, mais plutôt parce qu'il ne s'est presque rien passé. Et, parfois, le vide est bien pire que la douleur. La douleur, au moins, vous rappelle que vous êtes vivant, que quelque chose a de l'importance, et qu'il y a une blessure à refermer. Le vide, lui, vous indique simplement que vous êtes là, à occuper de l'espace, attendant que quelque chose change, sans vraiment savoir quoi, ni quand. J'allais au travail, je rentrais, je mangeais seul, je dormais mal, et je me réveillais à 3 heures du matin, avec ce genre d'angoisse qui n'a ni forme ni nom. Celle qui vous force simplement à vous asseoir dans votre lit, dans le noir, et qui vous empêche de refermer l'œil.
Je fixais le plafond pendant des heures, réfléchissant à des choses qui ne trouveraient aucune solution, que ce soit à 3 heures du matin ou à n'importe quelle autre heure. Je pensais à Célestina, non pas parce que je l'aimais encore. Ou du moins, c'est ce que je me répétais. Mais plutôt parce que je n'arrêtais pas de me demander, à quel moment précis elle avait décidé que je n'étais pas assez bien pour elle. Y avait-il eu un instant exact, une nuit spécifique, une conversation dont je ne me souvenais pas, où elle avait regardé Valentine et pris sa décision? Ou bien l'avait-elle toujours su, m'utilisant simplement comme un plan de secours, en attendant le moment opportun? Cette question m'a hanté pendant des mois. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'allais jamais obtenir de réponse. Au travail, les choses étaient compliquées, mais d'une autre manière. Non pas que mes collègues se montraient cruels. La plupart étaient de bonnes personnes, qui, tout simplement, ne savaient pas quoi dire. Ils ont donc choisi de se taire, et de traiter la situation avec une normalité forcée. Une attitude que j'appréciais par moments, et que je trouvais insupportable à d'autres. Il y avait un certain Orazio, qui travaillait avec moi depuis 8 ans. Il fut l'une des rares personnes à me traiter comme un être humain durant ces mois-là, et non comme une situation gênante, qu'il fallait manier avec des pincettes. Orazio était un homme direct, peu bavard, doté de cette loyauté silencieuse, celle qui ne fait pas de grandes déclarations, mais qui répond présent lorsque cela compte vraiment. Un vendredi après-midi, environ 3 mois après les événements, il m'a invité à boire une bière après notre service. J'allais refuser, tout comme j'avais décliné chaque invitation sociale depuis ce mariage qui n'avait jamais eu lieu. Mais ce jour-là, quelque chose m'a poussé à accepter. Nous nous sommes assis dans un petit bar sans prétention, près de l'usine, et avons commandé 2 bières. Orazio ne m'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas sorti que le temps guérit toutes les blessures. Il ne m'a pas donné de conseils, que je n'avais pas sollicités. Il a juste commandé les verres. Et quand ils sont arrivés, il a levé le sien et a déclaré, à ceux qui sont partis, puissent-ils aller très loin. J'ai éclaté de rire. C'était la première fois que je riais depuis 3 mois. Ce ne fut pas un rire bruyant. C'était à peine l'un de ces petits sourires, qui s'échappent sans demander la permission, mais il était authentique. Et à cet instant précis, j'ai compris que j'étais encore capable de rire. Que cette partie de moi n'était pas complètement morte. Qu'elle était toujours là, enfouie sous toute cette attente, espérant juste que quelqu'un lui accorde de l'espace. Ce soir-là, après la 2e bière, j'ai tout raconté à Orazio. Pas les moindres détails, ni les insomnies à 3 heures du matin, ni la bague sur la table. Mais les grandes lignes, ce qui s'était passé, comment j'avais découvert pour les 7 000 € perdus, et pour les 80 coups de fil. Il m'a écouté, sans m'interrompre une seule fois. Avec cette façon bien à lui d'écouter, qui vous donne l'impression que vos paroles ont un véritable poids. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux un moment, puis il a demandé, « Et qu'est-ce que tu vas faire, maintenant ?» Non pas, qu'allais-je faire d'eux? Ni comment j'allais me venger. Ni comment j'allais les faire payer. Mais plutôt, qu'est-ce que j'allais faire de ma propre vie, avec ce qu'il m'en restait? Cette question a continué de tourner dans ma tête pendant des semaines. Que allais-je faire, durant ces premiers mois qui ont suivi ce mariage fantôme? J'avais été tellement concentré sur ma survie face à la douleur, que je n'avais jamais vraiment pris le temps de me poser cette question. J'existais. Je fonctionnais. Mais je ne vivais pas. Et il y a une différence abyssale entre les deux. Une différence que Orazio, sans même le savoir, m'avait forcé à regarder en face, grâce à cette question si directe. J'ai commencé à repenser à l'argent qu'il me restait. 5 000 €, ce n'était pas énorme, mais c'était déjà ça. Et j'avais passé 20 ans en tant que technicien de maintenance industrielle. Je connaissais les machines. Je maîtrisais les processus. Je savais pertinemment ce qui tombait en panne dans une usine viticole ou industrielle, et je savais combien cela coûtait de le réparer, si l'on faisait appel à la bonne entreprise. J'avais passé des années à voir l'usine où je travaillais dépenser des fortunes pour des prestataires externes, afin de réaliser des services que je pouvais accomplir dans la moitié du temps, et pour la moitié du prix. L'idée a surgi un mardi soir, sans la moindre mise en scène. Aucune révélation digne d'un film. J'étais simplement en train d'examiner une panne, sur l'une des lignes de production. Un problème lié à un système de transmission hydraulique, que le prestataire externe avait devisé à 4 000 € pour la réparation, avec, en prime, 2 semaines d'attente. Et pendant que je l'inspectais, je me suis dit, je peux faire ça. Je l'ai déjà fait auparavant.
Je peux le faire mieux, plus vite, et pour moins d'argent. Et puis j'ai pensé, pourquoi ne pas le proposer à d'autres? Les premiers pas furent modestes et maladroits. J'ai enregistré une entreprise, avec le strict minimum. J'ai fait imprimer des cartes de visite dans une papeterie du centre-ville, qui proposait le lot de 100 cartes pour 10 €. J'ai commencé à discuter avec des connaissances, travaillant dans d'autres usines industrielles de la région. Des superviseurs de maintenance, qui passaient des années à gérer les mêmes vieux problèmes, payant beaucoup trop cher pour des solutions d'une lenteur affligeante. J'ai décroché mes 3 premiers clients grâce aux recommandations d'Orazio. Le premier contrat s'élevait à 800 €. J'ai travaillé tout un week-end, seul, avec mes propres outils, pour réparer un système de tapis roulant dans une usine agroalimentaire, qui rencontrait des problèmes depuis des semaines. Lorsque j'ai eu terminé, et que le directeur a vu les tapis fonctionner à une vitesse normale, il m'a regardé comme si je venais d'accomplir un miracle. Ce n'était pas un miracle. C'était du travail. C'était le savoir accumulé au cours de 20 années d'expérience, à faire exactement ce genre de choses. Mais pour lui, cela valait un miracle. Et il m'a payé avec joie pour ce week-end de labeur. En rentrant chez moi en voiture, avec ces 800 € en espèces dans ma poche, quelque chose a basculé en moi. Ce n'était pas de l'euphorie. Ce n'était pas non plus le sentiment d'avoir vaincu quelqu'un, ou prouvé quoi que ce soit. C'était une sensation plus simple, et bien plus profonde. C'était le sentiment d'être capable. De posséder quelque chose de réel à offrir, et de réaliser que la fin du monde ne s'était pas produite, dans cette cuisine, avec une bague posée sur la table. Je suis resté à l'usine pendant presque une année de plus, travaillant les week-ends et les soirs, pour développer mon portefeuille de clients. Je ne dormais pas beaucoup. Je ne sortais pas. Je n'avais aucune vie sociale, en dehors de quelques bières occasionnelles avec Orazio. Mais cela m'importait peu. J'avais enfin un objectif sur lequel me concentrer, et c'était exactement ce dont j'avais besoin, à cette période de ma vie. Ce que j'ignorais, c'est que pendant que je construisais mon avenir en silence, de l'autre côté, l'histoire prenait une tournure radicalement différente. Valentine avait pris les rênes de l'entreprise familiale, peu après les événements. Mon père, qui souffrait déjà de problèmes de santé depuis un moment, avait décidé de prendre sa retraite plus tôt que prévu, laissant tout entre les mains de mon frère. Le distributeur de matériaux, qui valait alors 400 000 €, était désormais sous la responsabilité de Valentine. Avec Célestina à ses côtés, ils s'étaient installés dans une vie qu'ils avaient bâtie, sur ce qu'ils m'avaient volé. Des nouvelles me parvenaient, de ci de là. Je ne les cherchais pas, mais dans une petite ville, les choses finissent toujours par se savoir. J'ai appris qu'ils avaient déménagé dans une maison plus grande. Que Célestina avait commencé à fréquenter des cercles sociaux, auxquels elle n'avait pas accès auparavant. Que Valentine s'était acheté une nouvelle voiture. Qu'ils apparaissaient tous deux lors d'événements, sur des photos, projetant très exactement l'image qu'elle avait toujours rêvé de renvoyer. J'écoutais ces échos, et pourtant, je ne ressentais pas ce que l'on aurait pu attendre. Je n'éprouvais ni rage, ni envie. Je ressentais quelque chose qui s'apparentait davantage à une curiosité froide et lointaine. Comme lorsque vous lisez une histoire, concernant des inconnus, et qui n'a rien à voir avec vous. Car à ce stade, sans même l'avoir planifié, j'avais commencé à construire ma propre voie. Et ce qui vous appartient en propre porte toujours un poids différent. Ce qu'aucun d'eux ne savait, et que moi-même je ne mesurais pas encore pleinement, c'était que l'entreprise de Valentine présentait des fissures invisibles de l'extérieur. Que la confiance en soi, ce n'est pas la même chose que la compétence. Que hériter d'un bien ne signifie pas savoir le gérer. Et que Célestina, qui avait tout misé sur le mauvais cheval, était sur le point de découvrir qu'elle avait commis l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Mais il faudrait encore du temps pour que la vérité éclate. Pour l'instant, vu de l'extérieur, ils étaient les gagnants. Et moi, je continuais de bâtir en silence. J'ai démissionné de l'usine en mars. Ce ne fut pas une décision dramatique. Il n'y a eu aucun moment d'épiphanie, aucune conversation déclencheuse. C'est simplement arrivé un lundi matin, alors que j'étais assis face au bureau de mon patron. J'ai remis ma démission avec un préavis de 30 jours, comme le stipulait mon contrat. Et lorsque j'ai quitté ce bureau, j'ai ressenti une chose à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai eu peur. Non pas cette peur paralysante des premiers mois, consécutifs au mariage annulé. Mais la peur pure et honnête, de quelqu'un qui vient de lâcher la seule corde qui le reliait encore à la terre ferme. J'avais 46 ans,
je possédais une entreprise de maintenance industrielle comptant 8 clients réguliers. Mes revenus atteignaient près de 10 000 € lors de mes meilleurs mois. Mais je n'avais absolument aucun filet de sécurité, si les choses tournaient mal. C'était le sentiment de vulnérabilité, mais aussi de liberté, le plus intense que j'ai ressenti depuis des années. Horacio s'est joint à moi pour une dernière bière d'adieu, cet après-midi-là. Nous avons trinqué sans dire grand-chose. Il m'a tapoté l'épaule avant que nous ne nous quittions, et m'a dit qu'il était temps. Rien d'autre. Je n'avais besoin de rien d'autre. Les 6 premiers mois de travail à mon compte furent d'une brutalité dont on ne vous parle jamais, lorsque l'on idéalise le fait de posséder sa propre entreprise. Il n'y avait pas de véritable jour de congé. Il n'y avait pas d'horaire fixe. J'avais des clients qui m'appelaient à 11 h du soir, parce qu'une ligne de production venait de tomber en panne, et qu'ils exigeaient une solution pour 6 h du matin. J'ai connu de bons mois, et d'autres où les paiements se faisaient attendre. Je vérifiais alors mes comptes avec une anxiété que j'avais du mal à dissimuler. Certaines semaines, je travaillais 60 heures, en me demandant si je n'avais pas fait la plus grosse erreur de ma vie, en renonçant à la stabilité d'un salaire fixe. Mais il y avait aussi autre chose. Il y avait un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis bien longtemps. La certitude que ce que je construisais m'appartenait. Que chaque client gagné, chaque contrat signé, chaque problème résolu, était le résultat direct de mon propre travail. Rien d'autre. Pas un héritage, pas un lien familial, ni le fait de me trouver au bon endroit pour les mauvaises raisons. C'était à moi. Ce mot a commencé à revêtir une signification toute nouvelle pour moi, au cours de cette année-là. C'est également durant cette période que j'ai commencé à comprendre, petit à petit et sans même le chercher, ce qui se tramait réellement avec Valentine et l'entreprise familiale. Je ne cherchais pas activement ces informations. Je n'avais aucune envie d'épier sa vie, ou de me réjouir de ses malheurs. Mais nous vivions dans la même ville, et comme je l'ai déjà souligné, dans une petite ville, les ragots finissent toujours par vous rattraper. Le premier indice me vint sous la forme d'un commentaire, émis par un fournisseur de matériaux de construction, avec qui j'avais pris contact pour les besoins de ma propre entreprise. Un homme nommé Bernardo. Un homme sérieux, du genre à peser chaque mot avant de l'énoncer. Au cours d'une discussion concernant des paiements et des délais, et sans que je ne lui demande quoi que ce soit, il a mentionné que le distributeur de ma famille accusait des retards de paiement considérables, depuis des mois. Que la somme en jeu n'était pas anodine. Et que certains fournisseurs envisageaient déjà de suspendre leur crédit. Il l'a dit sans aucune malice. C'était de l'information commerciale, pure et simple. J'ai opiné du chef, et j'ai changé de sujet. Mais cette nuit-là, seul dans mon appartement, je n'ai cessé d'y repenser. Non pas avec satisfaction, ni avec soulagement. Ni avec ce sombre plaisir que l'on ressent parfois, en voyant sombrer quelqu'un qui vous a blessé. Ce que j'éprouvais était bien plus complexe, et plus difficile à nommer. C'était une sorte de tristesse froide. Car mon père avait bâti cette entreprise, à la sueur de son front, pendant 30 ans. Parce que derrière ces chiffres se cachait le labeur d'un homme, qui méritait que son héritage perdure. Et Valentine était en train de tout détruire. Peut-être pas par méchanceté, mais par un mal parfois pire encore, l'incompétence, déguisée sous le masque de l'assurance. Valentine avait toujours possédé ce don, celui de paraître sûr de lui, même lorsqu'il ne maîtrisait absolument rien. Il avait un charisme particulier, de ceux qui convainquent les autres de votre autorité, alors qu'en réalité, vous ne faites qu'improviser. Dans la sphère sociale, cela fonctionne à merveille. Dans les affaires, tôt ou tard, la facture finit par vous rattraper. Le deuxième écho fut plus personnel. Ma cousine Uleya, qui avait toujours conservé une relation cordiale avec moi en dépit de la fracture familiale, m'a appelé un après-midi. Elle m'a confié que ma mère avait pleuré lors d'une réunion de famille, à cause des problèmes de l'entreprise. Que Valentine avait emprunté de l'argent à plusieurs proches, afin de couvrir les dettes d'exploitation. Et que mon père, alors à la retraite et d'une santé fragile, avait découvert une partie du désastre, et en était dévasté. Uleya me parlait sur le ton de celle qui ne sait pas si elle agit bien ou mal en divulguant ces informations, mais qui estime que l'autre a le droit de savoir. Je l'ai écouté jusqu'à la fin. Je l'ai remercié pour son appel. Et lorsque j'ai raccroché, je suis resté un moment avec le téléphone à la main. J'ai songé à appeler mon père. J'ai mis 3 jours à me décider, mais je l'ai fait. Ce fut une conversation difficile. Mon père n'était pas homme à montrer sa vulnérabilité.
Mais cet après-midi-là, je l'ai senti épuisé, d'une fatigue qui allait bien au-delà de la chair. Il m'a parlé de l'entreprise, sans entrer dans les détails précis. Il m'a simplement avoué que les choses n'allaient pas bien, et qu'il espérait pouvoir redresser la situation. Il n'a pas cité Valentine directement. Il ne m'a rien demandé. Nous avons juste discuté, comme deux personnes qui se sont toujours aimées, mais qui n'ont pas toujours su se le dire. À la fin de l'appel, il m'a glissé « Je suis heureux que les choses se passent bien pour toi, Benjamin ». Et il y avait dans sa voix, dans le poids particulier de ces mots qui en disent bien plus que leur simple signification, quelque chose qui m'a fait comprendre. Il savait. Il avait toujours su bien plus qu'il ne le laissait paraître. Et à sa manière, sans grande déclaration ni discours, il me disait que j'avais emprunté la bonne voie. J'ai raccroché, et j'ai dû sortir marcher un long moment pour apaiser ce que je ressentais dans ma poitrine, cette émotion que je ne savais pas vraiment comment définir. C'est à cette époque que j'ai fait la connaissance de Louisa. Ce ne fut pas un coup de foudre. Ce n'était pas un scénario de film. Ce fut quelque chose de bien plus simple, et de bien plus authentique. Louisa était comptable. Elle travaillait à son compte pour divers petits et moyens clients de la ville. Elle m'a été recommandée par l'un de mes clients, qui m'avait suggéré de mieux structurer mes finances, si je voulais réellement faire croître mon affaire. La première fois que nous nous sommes vus, c'était dans un café. Elle est arrivée à l'heure, munie d'un dossier, d'un carnet, et dotée d'un franc-parler que j'ai immédiatement trouvé rafraîchissant. Il n'y avait aucun jeu de rôle. Aucun effort pour impressionner la galerie. Elle était simplement une professionnelle qui faisait bien son travail, et qui s'attendait à ce que je fasse de même. Nous avons passé les chiffres en revue pendant 2 heures. Lorsque nous avons eu terminé, en attendant l'addition, un silence s'est installé. Ce genre de silence qui survient naturellement, entre deux personnes qui viennent de travailler ensemble, et qui ne se connaissent pas encore vraiment. Et dans ce silence, sans savoir exactement pourquoi, je lui ai demandé si elle souhaitait prendre un autre café. Elle a évalué la question pendant un instant, comme pour en peser le véritable sens, puis elle a accepté. Ce deuxième café a duré 1h30 supplémentaire. Nous n'avons pas parlé affaires. Nous avons discuté de la ville, des livres que ni l'un ni l'autre n'avions fini de lire, de cet étrange sentiment d'atteindre un certain âge, et de réaliser que certaines choses, que l'on pensait permanentes, s'avèrent finalement temporaires, et inversement. Je ne lui ai pas parlé de Célestina, cet après-midi-là. Ce n'était pas le moment opportun. Mais il y a eu quelque chose, dans cette conversation, qui est resté gravé en moi, d'une manière inattendue. J'ai conduit jusqu'à chez moi, en pensant à elle. Pas encore de façon romantique, mais avec cette douce curiosité que l'on ressent, en rencontrant quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui ne joue pas de rôle, qui n'a pas de plan caché. Qui est simplement ce qu'il est. Il m'a fallu un peu de temps pour réaliser que je n'avais pas ressenti cela depuis des années. Les semaines suivantes, nous avons travaillé ensemble de façon régulière. Elle a organisé mes finances avec une efficacité telle, que j'en éprouvais une légère honte, quant à ma façon de les avoir gérées jusqu'ici. Elle m'a expliqué des choses que j'aurais dû savoir depuis longtemps, sans jamais me faire me sentir coupable de mon ignorance. Elle m'a posé des questions intelligentes sur mon activité, m'obligeant à me pencher sur des aspects que j'évitais. Et, de réunion en réunion, de chiffre en chiffre, sans que ni l'un ni l'autre ne les planifié ni déclaré, nous avons commencé à bâtir quelque chose. Lentement, sans précipitation, comme on doit bâtir les choses qui comptent vraiment. Ce que j'ignorais encore, c'est que cette relation, que nous étions en train de construire, allait s'avérer être la pièce maîtresse de tout ce qui suivrait. Que Louisa n'était pas simplement la personne venue mettre de l'ordre dans mes finances. Elle était celle qui, sans que nous ne le sachions encore, se tiendrait à mes côtés dans une salle pleine à craquer, portant notre deuxième enfant en son sein, et tenant la main de notre fille. Et ce, au moment précis où Célestina aurait le plus grand besoin de se convaincre qu'elle avait gagné. Mais tout cela était encore loin. Pour l'heure, nous n'étions que deux personnes partageant un café, et apprenant à faire confiance. Et après tout ce que j'avais traversé, c'était inespéré. L'entreprise a connu une croissance telle que, lorsque j'y repense avec du recul, j'ai encore du mal à y croire. Pas d'un seul coup. Pas avec un méga contrat qui aurait tout bouleversé du jour au lendemain. Non, d'une manière bien plus discrète et cumulative. La manière dont grandissent les choses bien faites, brique par brique, sans raccourci, sans tricherie. Un client satisfait parlait de moi à un autre. Une réparation bien exécutée suscitait, 3 mois plus tard,
un appel pour un contrat de maintenance préventive. Une solution livrée dans les délais, et respectant le budget initial, bâtissait le genre de réputation qu'aucune publicité ne pourra jamais acheter. À la fin de cette deuxième année, travaillant seul, je comptais 17 clients réguliers et 2 employés. La troisième année, j'en étais à 23 clients, et 5 personnes dans mon équipe. Le chiffre d'affaires était passé de ces humbles 800 € de mon premier week-end, à des montants que je n'aurais jamais imaginés, lorsque je me trouvais prostré sur le sol de ma cuisine, une bague à la main. Je ne suis pas devenu riche du jour au lendemain. Mais j'ai acquis une stabilité que l'argent seul ne peut procurer. Une stabilité intérieure, et cela n'avait pas de prix. Avec Louisa, les choses ont évolué avec cette même tranquillité qui caractérisait tout ce qu'elle entreprenait. Il n'y a pas eu de discussion formelle, pour décider que nous étions en couple. À un moment donné, nous avons simplement réalisé que nous l'étions déjà. Que nous avions franchi cette frontière sans crier gare, parce qu'aucun de nous n'avait besoin d'une annonce officielle. Je lui ai parlé de Célestina un soir, plusieurs mois après notre rencontre, alors que nous dînions dans mon appartement. Je lui ai tout raconté, sans rien omettre, sans rien embellir. La bague sur la table, les 80 appels, les 7000 €, mon frère. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle n'a pas dit que Célestina était une mauvaise personne, ou que Valentine était un traître. Elle ne s'est pas fendue d'un discours réconfortant, qui n'aurait eu pour but que de la rassurer, elle, sur sa propre utilité. Elle m'a simplement regardé un instant, et a demandé, « Et comment te sens-tu maintenant, vis-à-vis de tout cela ?» Pas comment j'allais. Mais comment je me sentais face à cela. Au présent, de façon réelle, sans aucun drame. J'ai réfléchi à cette question plus longtemps que prévu, parce que, pour être honnête, je ne le savais pas complètement moi-même. Il y avait des jours où j'avais l'impression d'avoir totalement tourné la page. Que cela appartenait à l'histoire ancienne, et que cela n'avait pas d'autre poids que celui que je décidais de lui accorder. Et il y avait d'autres jours, moins fréquents mais bien réels, où un détail infime et sans importance ravivait le passé, avec une intensité qui me prenait au dépourvu. Je lui ai répondu exactement cela, sans le moindre filtre. Et elle a hoché la tête, comme si c'était la réponse la plus normale du monde. Comme si elle ne s'attendait pas à ce que je sois ni totalement guéri, ni irrémédiablement brisé. Comme si j'avais le droit d'exister dans cet espace intermédiaire, sans que cela ne pose le moindre problème. C'est ce qui a fini de me convaincre, si j'avais encore besoin de l'être. Notre fille, Valentina, est née 18 mois après ce dîner. Nous ne l'avons pas appelée ainsi à cause de mon frère. C'est Louisa qui a choisi ce prénom, avant même que je ne lui parle de Valentine. Lorsqu'elle me l'a proposé, j'ai hésité une seconde avant de répondre. Elle a remarqué mon hésitation, et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai expliqué. Il y a eu un court silence, puis elle a déclaré, « Je ne laisserai pas le prénom de ton frère, me priver du prénom que je veux pour ma fille. » Elle avait raison. Et c'est ainsi qu'elle fut nommée Valentina, avec ses yeux sombres qui, dès le premier jour, furent la copie conforme des miens. Comme si elle tenait à clarifier, d'entrée de jeu, de qui elle était la fille. Les premiers mois de paternité furent à la fois les plus épuisants, et les plus épanouissants de toute ma vie. J'avais 48 ans, un nouveau-né dans les bras, et je n'avais jamais traversé cela auparavant. J'apprenais tout de zéro, avec ce mélange de terreur et d'émerveillement que, j'imagine, ressentent tous les nouveaux parents. Mais cela m'a frappé avec une force toute particulière, parce que cela survenait après des années où je doutais qu'une telle chose soit encore possible pour moi. Louisa et moi avons emménagé ensemble lorsque Valentina a eu 3 mois. Mais pas dans mon appartement du 4e étage sans ascenseur. Nous avons acheté une petite maison, en périphérie de la ville, avec un jardin de taille idéale, et une cuisine dotée d'une fenêtre donnant sur ce jardin en conditions non négociables exigées par Louisa. Nous l'avons payé avec nos économies communes, moitié-moitié, sans que l'un ne doive quoi que ce soit à l'autre. C'était également un point très important pour nous deux. C'est dans cette maison, une nuit où Valentina dormait et où nous buvions du café dans la cuisine, la fameuse fenêtre ouverte sur le jardin, que j'ai reçu l'appel d'Uleya. Uleya, ma cousine. Celle-là même qui m'avait contacté des années plus tôt, pour m'informer de la déroute de l'entreprise familiale. Elle avait cette fâcheuse habitude d'appeler lorsqu'elle jugeait détenir une information que je devais connaître, même si je n'avais rien demandé. Et la plupart du temps, je ne demandais rien, car j'avais appris que les nouvelles de ce côté-là finissaient toujours par me parvenir d'elles-mêmes. Cette fois-ci,
sa voix avait une tonalité différente. Elle m'a annoncé que l'entreprise de Valentine s'était effondrée. Il ne s'agissait pas d'une crise passagère, ou d'un trou d'air pouvant être comblé par un prêt. C'était un effondrement total. Des dettes accumulées auprès des fournisseurs pendant des années, des contrats rompus, une ligne de crédit bancaire étirée à l'extrême, et que la banque avait finalement décidé de ne plus renouveler. Le distributeur que mon père avait mis 30 ans à bâtir, et qui valait 400 000 € lorsque Valentine en avait hérité, était en cours de liquidation. Il n'en restait presque rien. Uléa m'a raconté tout cela, avec ce mélange de pitié sincère et de curiosité morbide et involontaire, que l'on ressent souvent face au malheur d'autrui. Elle m'a confié que ma mère était effondrée. Que mon père, dont la santé n'avait cessé de se dégrader, avait eu vent de l'entièreté de la situation, et que le médecin lui avait assuré que ce stress ne lui ferait aucun bien. J'ai tout écouté, sans l'interrompre. Lorsqu'Uléa a eu terminé, elle m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai répondu que j'étais désolé pour mes parents, et c'était vrai. Pour eux, je l'étais vraiment, en toute sincérité, car ils ne méritaient pas d'assumer les conséquences des décisions de Valentine. Quant à Valentine, je n'éprouvais pas ce qu'Uléa s'attendait peut-être à me voir ressentir. Je ne ressentais aucune satisfaction. Aucun soulagement. Je ne ressentais pas non plus cette justice instantanée sur laquelle on fantasme parfois, en s'imaginant le moment où la personne qui vous a blessé fait enfin face à ses actes. Ce que j'ai ressenti était plus proche du néant. Une sorte de conclusion sans célébration. Comme lorsque l'on referme un livre que l'on n'a pas aimé. Non pas avec triomphe, mais avec le soulagement silencieux d'en avoir terminé. Louisa m'observait depuis l'autre côté de la table. Elle n'avait pas entendu la conversation, mais elle me connaissait assez bien pour deviner qu'il s'était passé quelque chose. Je le lui ai résumé en quelques mots. Elle a lentement hoché la tête, a serré sa tasse de café à deux mains, et après un moment, elle a demandé « Comment va ton père ?» C'était bien la seule chose qui comptait. J'ai appelé mon père le lendemain. Ce fut une longue discussion, la plus longue que nous ayons eue depuis des années. Il était épuisé, mais lucide. Avec cette clarté que les personnes âgées acquièrent parfois, lorsque le corps commence à lâcher, mais que l'esprit s'affûte. Nous n'avons pas abordé les détails de l'entreprise. Nous avons parlé de Valentina. Je lui ai envoyé des photos cet après-midi-là, les toutes premières que je lui faisais parvenir. Et lorsqu'il m'a rappelé une heure plus tard, pour me dire que la petite avait mes yeux, il y avait dans sa voix quelque chose que je n'avais pas entendu depuis très longtemps. Quelque chose qui s'apparentait à la paix. Ce qu'aucun de nous ne savait encore, c'est que quelques semaines plus tard, je recevrais une invitation inattendue. Une réunion de famille. Le genre d'événement que je m'efforçais d'éviter depuis 5 ans. Mais cette fois-ci, pour des raisons qui m'échappaient encore en partie, j'ai senti que je ne pouvais pas, et que je ne voulais pas continuer à fuir. Une salle remplie de gens qui nous connaissaient tous. Et Célestina, qui ignorait encore ce qu'elle s'apprêtait à découvrir. L'invitation est arrivée un jeudi après-midi, dans une épaisse enveloppe de papier couleur crème, avec des lettres manuscrites. Ce n'était pas le genre d'enveloppe que l'on ouvre sans s'y préparer un minimum. C'était l'une de celles qui, avant même de l'ouvrir, vous avertit que son contenu exigera de prendre une décision. Je l'ai laissée sur la table de la cuisine pendant près d'une heure, avant de me décider. Louisa l'a vue en rentrant du travail. Elle l'a regardé, m'a regardé, et n'a rien dit. C'était l'une des qualités que j'appréciais le plus chez elle. Elle savait quand le silence était plus précieux que les mots. Il s'agissait d'une invitation pour le 70e anniversaire de mon oncle Bernardo. Hortensia était sa femme, celle-là même qui avait orchestré chaque réunion de famille depuis 30 ans, avec une efficacité redoutable, et une hospitalité désarmante. Les 70 ans de Bernardo représentaient, dans notre famille, un événement ayant l'importance d'une date historique. C'était le frère aîné de mon père. Le patriarche visible. L'homme qui présidait chaque tablée familiale, avec cette autorité paisible, qui n'a pas besoin de hausser le ton pour se faire respecter. Décliner l'invitation n'était pas vraiment une option, et nous le savions tous. Je n'avais pas revu la majeure partie de ma famille élargie depuis la veille de mon mariage avorté. 5 années de distance soigneusement entretenue. D'excuses polies, mais fermes, je ne peux pas ce week-end, répéter autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que les invitations finissent par s'espacer. Ce n'était pas de la rancœur. C'était une question de survie. J'avais eu besoin de ce temps et de cet éloignement, pour bâtir ce que j'ai bâti. Sans le poids constant des regards,
des commentaires, et des inévitables comparaisons. Mais 5 ans, c'est long. Et les 70 ans de Bernardo étaient exactement le genre d'événement qui rassemble tout le monde. Absolument tout le monde. Ce qui signifiait que Valentine serait là, et Celestina aussi. J'ai fixé l'invitation un bon moment. Louisa était assise en face de moi avec 2 tasses de thé. Elle en a posé une devant moi sans me demander si j'en voulais, et a attendu. Je lui ai montré l'enveloppe. Elle l'a lue lentement, l'a reposée sur la table, et a levé les yeux. « As-tu envie d'y aller ?» m'a-t-elle demandé. « Pas, devrais-tu y aller, ou, qu'est-ce que tu vas faire ?» Non, seulement si j'en avais envie. Comme si mon propre désir devait être le cœur de la décision. Et non l'obligation familiale, ou ce que les gens diraient, ou encore le calcul stratégique du message que j'enverrais en m'y rendant, ou en m'en abstenant. J'ai pensé à mon oncle Bernardo. À mon père, dont la santé demeurait fragile et qui serait présent ce soir-là. Aux 5 années que j'avais consacrées à construire une vie qui n'avait rien à cacher, et dont je n'avais pas à rougir. À Valentina, qui avait 3 ans et qui ne connaissait encore presque personne de ma famille. Au bébé que Louisa portait en elle depuis 4 mois, et dont l'existence allait être dévoilée, pour la première fois, à une partie de mes proches. Oui, ai-je répondu. Je veux y aller. Louisa a hoché la tête, comme si c'était l'unique réponse envisageable. Les jours qui ont suivi, j'ai ressenti un calme auquel je ne m'attendais pas. Aucune insomnie à ressasser les pires scénarios. Aucune anxiété anticipatoire, ni de répétition mentale de conversations qui n'auraient, peut-être, jamais lieu. C'était comme si quelque chose au fond de moi avait atteint un palier, depuis lequel je pouvais envisager ces retrouvailles sans la moindre crainte. Non pas par indifférence. Mais parce que ce que j'avais édifié au cours de ces 5 années, était solide. Suffisamment solide pour qu'aucune remarque, dans une salle de réception, ne puisse l'ébranler. L'après-midi de la fête, pendant que je me préparais, Louisa est entrée dans la chambre, tenant Valentina par la main. La petite portait une robe bleu marine, choisie par Louisa ce matin-là, avec cette attention minutieuse qu'elle accordait à chaque détail. Valentina m'a fixé de ses yeux sombres, qui sont toujours les miens chaque fois que je les croise. Et elle m'a demandé, avec la gravité si typique des enfants de 3 ans, « Papa, est-ce qu'on va à la fête ?» « Oui, mon amour, » lui ai-je répondu. « Nous allons à la fête. » Louisa m'a lancé un regard par-dessus la tête de notre fille, affichant ce demi-sourire qui se passe d'explication. Nous sommes arrivés à la salle alors qu'il y avait déjà beaucoup de monde. C'était un lieu élégant, sans être prétentieux. Le genre d'endroit qu'Hortensia dénichait toujours, grâce à cet instinct infaillible pour les atmosphères à la fois justes et naturelles. Il y avait des fleurs blanches, une musique d'ambiance légère, des tables rondes recouvertes de nappes en lin. Le type de réception qui, dans ma famille, marquait les grandes étapes de la vie. La première chose que j'ai faite, a été de chercher mon père. Je l'ai trouvé assis près de la fenêtre, avec ma mère à ses côtés. Lorsqu'il m'a vu approcher, il s'est levé, avec cette nouvelle lenteur qui caractérisait ses mouvements, mais avec cette même fermeté dans le regard. Nous nous sommes étreints. Ce ne fut pas une accolade longue ou dramatique. C'était ce genre d'étreinte qui en dit bien plus qu'elle n'en montre, qui exprime des choses que nous n'avions jamais appris à formuler avec des mots. Puis, il a aperçu Valentina. Il s'est accroupi lentement face à elle, se mettant à sa hauteur, et la contemplait comme s'il observait un trésor, qu'il attendait depuis bien longtemps de pouvoir admirer. La petite l'a scruté un instant, avec ce sérieux si particulier des enfants lorsqu'ils jaugent quelqu'un. Puis, sans prévenir, elle s'est jetée dans ses bras. Mon père a fermé les yeux, l'espace d'une seconde. Ma mère m'a pris la main, et l'a serrée sans mot dire. Un peu plus tard, c'est Uleya qui s'est approchée pour nous saluer. Avec son énergie habituelle, elle m'a glissé à l'oreille, presque en passant, que Valentine et Celestina étaient déjà là. Qu'ils étaient arrivés en avance. Que Celestina s'était mise sur son 31, et que Valentine semblait tendue. Elle m'a livré ces informations sur ce ton neutre, que l'on emploie lorsqu'on veut transmettre un fait, sans assumer la moindre responsabilité quant à la façon dont il sera reçu. J'ai opiné du chef et les remercié. J'ai continué à saluer les invités. J'ai présenté Louisa, qui naviguait à travers la salle avec cette aisance naturelle, propre à ceux qui se sentent à leur place, peu importe l'environnement. Je portais Valentina dans mes bras lorsqu'elle était fatiguée de marcher. C'est environ 40 minutes après notre arrivée que je les ai aperçus.
Il se trouvait à l'autre bout de la salle. Valentine portait un costume bleu, légèrement trop grand pour ses épaules. Célestina arborait une robe rouge, qui coûtait bien plus que mon salaire mensuel lorsque j'avais 25 ans. Vu de loin, ils projetaient très exactement l'image qu'ils avaient toujours voulu renvoyer, celle du couple à succès, de ceux qui ont réussi leur coup. Célestina m'a remarqué avant que je ne puisse feindre de ne pas l'avoir vue. Elle m'a dévisagé avec ce sang-froid calculé, qui avait toujours été son meilleur tour de passe-passe, et a esquissé un rictus. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais c'était savamment conçu pour exprimer la supériorité. Valentine m'a vu une seconde plus tard. Il n'a pas su dissimuler son trouble aussi bien qu'elle. Pendant un bref instant, j'ai cru lire sur son visage quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Comme si le poids de sa trahison, porté pendant 5 longues années, s'avérait plus lourd qu'il ne voulait bien l'admettre. Mais cette expression s'est vite évanouie. Car Célestina s'est emparée de son verre, et a traversé la pièce. Avec cette démarche si caractéristique, toujours étudiée pour attirer les regards, elle s'est plantée devant moi. Elle m'a dévisagé de la tête aux pieds, lentement. Puis, avec cette voix douce et parfaitement modulée qu'elle utilisait comme une arme, elle a pris la parole. « Benjamin. Cela fait bien longtemps. Tu n'as pas changé. Ce n'était pas un compliment. Et nous le savions tous les deux. » J'ai répondu par de brèves salutations. Elle a jeté un œil dans la direction de Louisa. À cet instant, Louisa discutait avec Uléa de l'autre côté de la pièce, tenant Valentina par la main, son ventre arrondi bien visible sous sa robe bleue. Célestina l'a observé pendant une seconde, puis a ramené son regard vers moi, affichant une expression qui se voulait compatissante, mais qui révélait tout autre chose. C'était la tentative d'une personne, de rétablir une hiérarchie avant même que la conversation n'ait commencé. « Est-ce que c'est ta partenaire ?» a-t-elle demandé, marquant une pause subtile et délibérée à l'endroit où le prénom aurait dû figurer. « Ma famille » ai-je rétorqué. Elle a souri de ce faux sourire. Et c'est alors qu'elle a levé son verre vers moi, et a prononcé des mots, qu'elle allait regretter 5 minutes plus tard. « Te quitter est la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie, Benjamin. » Elle l'a dit lentement, avec cette clarté préméditée de celle qui a longuement répété sa réplique, en attendant le moment parfait pour la décocher. Pas à voix basse, ni comme une confession intime entre deux personnes qui partagent un lourd passé. Elle l'a dit avec un volume calculé au décibel près, pour que les gens autour de nous l'entendent. Pour qu'il y ait des témoins. Pour que chacun comprenne parfaitement qui dominait la situation, lors de ces retrouvailles. Autour de moi, 2 ou 3 conversations se sont tues. J'ai ressenti les regards avant de les voir. Ce silence si particulier, qui s'installe lorsque l'assemblée presse un incident, et décide collectivement de ne pas s'en mêler, tout en ne ratant pas une miette du spectacle. Célestina a soutenu mon regard, avec son arrogance habituelle. Le verre à la main, sa robe rouge, sa posture de femme qui se trouve exactement là où elle voulait être. Valentine se tenait à 3 mètres de là. Un verre à la main qu'il n'avait pas porté à ses lèvres depuis plusieurs minutes. Il regardait ailleurs, trahissant l'inconfort de celui qui sait que la situation va mal se terminer, sans savoir comment y mettre un terme. Je n'ai pas répondu immédiatement. Non pas que les mots me manquaient, mais parce qu'en la regardant, j'ai éprouvé un sentiment totalement inattendu. Ni rage, ni humiliation. Ni cette brûlure dans la poitrine, que j'avais si souvent ressentie lors des premiers mois ayant suivi notre rupture. J'ai ressenti un calme si profond, si absolu, qu'il m'a surpris moi-même l'espace d'un instant. C'était le calme de celui qui sait exactement ce qu'il possède. Le calme de celui qui n'a pas besoin de gagner ce rapport de force verbale, parce qu'il a déjà remporté un combat bien plus crucial, il y a très longtemps. J'ai bu une petite gorgée de mon verre d'eau. Je l'ai laissé savourer quelques secondes ce silence, qu'elle interprétait comme un malaise de ma part, mais qui signifiait tout autre chose. Puis, d'une voix posée, dénuée de toute agressivité apparente, mais tranchante malgré tout, j'ai répondu « Je suis heureux que tu aies trouvé la paix avec cette décision, Célestina. » Rien de plus. Elle a cligné des yeux, surprise. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle espérait me voir sur la défensive, ou confrontée à un silence gêné, ou retrouver une version de ce Benjamin d'il y a 5 ans, toujours écrasé par le poids de sa trahison. Elle ne s'attendait pas à faire face à une telle sérénité. La sérénité ne lui donnait aucune matière pour répliquer. Elle a tenté de reprendre l'avantage. « Écoute, je suis sans rancune », a-t-elle déclaré, comme si c'était moi qui l'avais blessée,
et qu'elle se montrait magnanime en me pardonnant. Les choses arrivent pour une raison. Toi et moi, nous n'avons jamais été ce dont j'avais besoin. Parfois, il faut savoir être honnête avec soi-même, même si cela blesse l'autre. Un murmure a parcouru l'assistance toute proche. Une connaissance commune venait d'entendre sa réplique, et n'avait pu dissimuler entièrement sa réaction. Je l'ai observé un instant. Et au lieu de répondre, j'ai jeté un œil à l'horloge murale. Non pas que je me souciais de l'heure. Mais je savais, avec une certitude absolue que je n'aurais su expliquer à quiconque à ce moment-là, que le temps restant se comptait en minutes. Et je voulais le constater par moi-même. Je voulais être pleinement présent, pour ce qui était sur le point de se produire. C'était exactement 4 minutes et des poussières plus tard. D'abord, j'ai entendu la voix de Valentina. Cette voix si caractéristique des enfants de 3 ans, lorsqu'ils aperçoivent un visage familier et s'exclament de joie, sans filtre ni arrière-pensée. Un papa, aigu et joyeux, qui a traversé la salle avec une limpidité bouleversante. Ce genre de clarté, que seuls produisent les sons véritablement authentiques. Et ensuite, je l'ai vue entrer. Louisa a franchi les portes de la salle, tenant Valentina par la main, son ventre de 7 mois moulé dans sa robe bleu marine. Elle avait choisi cette tenue le matin même, avec le naturel qui la caractérisait en toute chose. Elle n'est pas entrée avec la volonté de se faire remarquer. Sa démarche n'avait rien de calculé, et elle n'adoptait aucune posture théâtrale. Elle a simplement avancé vers l'endroit où nous nous trouvions, parce que Valentina l'avait entraînée vers la porte desquelles m'avait aperçu. Mais la salle tout entière l'a vue. Tout le monde la regardait. Non pas parce qu'elle cherchait à capter l'attention, mais parce que cette image dégageait une puissance indicible. Cette femme enceinte, accompagnée d'une petite fille de 3 ans courant vers moi, portait en elle une force narrative, qui se passait de toute explication. Les convives qui connaissaient mon histoire ont compris en quelques secondes la portée de la scène. Et même ceux qui l'ignoraient, ont ressenti qu'un événement majeur venait de se produire dans cette pièce. Valentina m'a rejoint, et je l'ai soulevée dans mes bras. Elle a entouré mon cou, avec cette force démesurée dont seuls les jeunes enfants font preuve, lorsqu'ils étreignent sans retenue, de tout leur être. Louisa est arrivée une seconde plus tard, et s'est tenue à mes côtés avec sa sérénité habituelle. Elle m'a déposé un léger baiser sur la joue, et a salué nos voisins avec un sourire sincère, comme s'il s'agissait de la chose la plus normale au monde. Et pour elle, ce l'était. Car elle ignorait tout de l'affrontement qu'elle venait d'interrompre. Ou peut-être l'avait-elle deviné, mais elle s'en moquait. L'important pour elle, était d'être là où elle devait être. C'est à cet instant que j'ai posé les yeux sur Célestina. Son verre est tombé. Elle ne l'a pas lâché délibérément, d'un geste maîtrisé. Il a simplement glissé de ses mains, de cette façon dont tombent les objets, lorsque le corps réagit avant même que l'esprit n'ait pu intervenir. Le cristal s'est fracassé contre le sol en marbre, produisant un bruit sec qui a coupé court aux dernières conversations, qui flottaient encore dans la salle. Le champagne a éclaboussé l'ourlet de sa robe rouge, cette robe qui coûtait plus cher que ce que je gagnais lorsque j'avais 25 ans. Personne n'a regardé les éclats de verre éparpillés sur le sol. Tous les yeux étaient rivés sur Célestina. Son visage était devenu un livre ouvert. En moins de 2 secondes, elle est passée par 3 ou 4 états émotionnels distincts. Tous flagrants, aucun contrôlé. D'abord la surprise. Ensuite, une tentative de feindre l'indifférence, qui s'est muée en un état de choc. Puis, un effort pour reprendre contenance, intervenu bien trop tard, car tout le monde avait déjà été témoin de son désarroi initial. Elle a fixé Louisa, puis s'est attardée sur son ventre rebondi. Elle a regardé Valentina, blottie dans mes bras. Valentina, qui l'observait avec ses yeux sombres qui sont les miens, sans comprendre pourquoi tous les adultes de la pièce arboraient soudainement un air aussi bizarre. Et puis, elle a regardé Valentine. Valentine était blanc comme un linge. Pas simplement pâle, d'une blancheur cadavérique. Cette pâleur qui vous envahit lorsque le sang quitte le visage, face à une réalité bien trop écrasante pour être digérée. Il m'a regardé, puis il a regardé Louisa, et enfin Valentina. J'ai lu sur son visage quelque chose que je n'avais ni vu, ni espéré voir, en l'espace de 5 ans. J'y ai vu de la honte. Une honte véritable. Pas cette gêne passagère, liée à une situation sociale embarrassante. Mais cette honte profonde et silencieuse, de celui qui réalise, en une fraction de seconde, la véritable portée de ses actes, et l'immensité de ce qu'il a perdu. Le gouffre entre l'histoire dont il s'était bercé pendant 5 ans,
et la réalité éclatante qui se dressait devant eux, à cet instant précis. Une vie solidement construite, une vraie famille, et un homme qui avait su aller de l'avant, sans ressentiment, et sans éprouver le besoin de le crier sur les toits. Tout cela, concentré en une seule image. En quelques secondes, Hortensia, la seule personne de toute la salle à posséder les réflexes et l'autorité nécessaires pour gérer la situation, a surgi avec une serviette. Elle s'est accroupie près des débris de verre, bredouillant que ce n'était rien, que ce genre d'accident arrivait à tout le monde. Elle insufflait un peu d'oxygène dans la pièce, avec ce talent d'hôtesse hors pair, forgé au fil des décennies. Les convives se sont remis en mouvement. Les conversations ont repris, plus discrètes, plus chargées de sous-entendus. Uléa se trouvait à proximité, et m'a jeté un regard qui se passait de mots. J'ai calé Valentina sur mon bras, j'ai posé ma main libre sur le dos de Louisa, et je l'ai guidée vers la table où se trouvaient mes parents. Mon père nous a vus approcher, et s'est levé avec difficulté. J'ai offert ma main à Louisa pour qu'elle ne trébuche pas sur une chaise. Elle l'a saisie, avec ce naturel propre à deux êtres qui naviguent ensemble dans la vie depuis des années. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Célestina, basse et pleine de tension, murmurer quelque chose à l'adresse de Valentine. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Mon père a pris Valentina dans ses bras, avec cette précaution inédite qui caractérisait désormais ses mouvements. La petite s'est laissée faire, avec sa générosité spontanée de toujours. Louisa a salué mes parents, avec cette chaleur sincère que l'on ne peut simuler. Ma mère l'a étreinte, libérant une émotion qu'elle gardait enfouie depuis bien longtemps, et qui trouvait enfin, en cet instant, le bon endroit pour s'exprimer. Et je me tenais là, au milieu de toute cette scène. Dans cette salle imprégnée de l'odeur des fleurs blanches et du poids de l'histoire familiale. Avec, rassemblé dans un rayon de 2 mètres, l'intégralité de ce que j'avais patiemment construit. J'ai repensé à la bague laissée sur la table de la cuisine. J'ai repensé aux 80 coups de téléphone. Aux 7000 € volatilisés. Je me suis revu effondré sur le sol de cette cuisine, par 2 fois en l'espace de 2 semaines. Et je me suis dit que, si c'était à refaire, je choisirais exactement le même chemin. Non pas la douleur, ni la trahison. Mais la façon dont j'avais rebondi face à cette épreuve. Car c'est cette épreuve qui m'avait mené jusqu'ici, et cette ici, était très exactement l'endroit où je voulais être. La soirée s'est poursuivie, nimbée de cette tension particulière, propre aux événements familiaux où un incident majeur vient de se produire, sans que personne n'ose l'évoquer à voix haute. C'était comme si l'assemblée avait absorbé l'événement, et le digérait en silence. Au travers de regards échangés par-dessus les verres. De conversations qui baissaient d'un ton, au passage de certaines personnes. Cette électricité sourde, qui flotte dans l'air lorsque les gens sont conscients d'assister à une scène, dont ils se souviendront longtemps. J'ai pris place avec mes parents et Louisa, à une table proche de la fenêtre. Valentina s'est installée sur les genoux de mon père. Avec cette possessivité absolue, dont font preuve les tout-petits lorsqu'ils décrètent qu'une personne leur appartient. Mon père l'a laissé faire, le visage illuminé d'une expression que je ne lui avais pas vue depuis des années. Une expression de légèreté. Comme si un lourd fardeau, qu'il portait depuis longtemps, s'était enfin posé en un lieu plus supportable. Ma mère a discuté avec Louisa, avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui veut rattraper le temps perdu. Elle lui a posé des questions, a écouté ses réponses avec une véritable attention, et a ri au bon moment. Louisa a répondu avec cette franchise désarmante, qui donnait toujours à ses interlocuteurs le sentiment d'évoluer en terrain sûr. Je les observais tous, le cœur rempli d'une émotion difficile à nommer. Ce n'était ni de l'euphorie, ni de la jubilation. C'était davantage la satisfaction apaisée, de constater que les pièces du puzzle, placées une à une au fil des ans, finissaient par révéler exactement l'image espérée. Voir une image bien plus belle encore. C'est Bernardo qui s'est approché de notre table, environ 1 heure après le début du dîner. Mon oncle Bernardo célébrait ses 70 ans ce soir-là, mais il portait son âge avec cette robustesse propre aux hommes qui ont travaillé toute leur vie, en se servant de leurs mains autant que de leur tête. Il était du genre à ne jamais s'encombrer de déclarations superflues. Mais lorsqu'il prenait la parole, tout le monde écoutait. Il s'est arrêté devant moi, m'a jaugé un instant de ses yeux qui semblaient toujours voir au-delà des apparences, et m'a tendu la main. Je la lui ai serrée. « Je suis heureux que tu sois venu, Benjamin », a-t-il dit. Rien de plus. Mais la façon dont il l'a prononcé, était lourde de sens, et nous l'avons tous deux compris. Ce n'était pas seulement la salutation de circonstance,
de celui dont on fête l'anniversaire à l'égard de son invité. C'était la reconnaissance d'un aîné envers un homme plus jeune, qui avait dû faire des choix difficiles, et qui les avait assumés avec dignité. C'était la façon qu'ont les hommes d'une certaine génération, de transmettre des messages essentiels sans jamais les formuler directement. Je l'ai remercié pour l'invitation. Il m'a interrogé sur la marche de mon entreprise. Je lui en ai fait un résumé concis, sans exagérer ni minimiser mes succès. Il a opiné du chef, m'accordant cette approbation muette, qui a infiniment plus de valeur que les éloges les plus grandiloquents. Ensuite, il s'est tourné vers Louisa. Il lui a présenté ses meilleurs vœux pour la naissance du bébé, puis il s'est éloigné vers une autre table. Avec cette économie de gestes typiques de ceux qui mesurent avec précision le temps et l'énergie dont ils disposent, et qui n'ont nullement l'intention de les gaspiller. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai remarqué que Valentine s'était rapprochée de notre secteur. Pas jusqu'à notre table, pas frontalement. Il se tenait à 6 ou 7 mètres de là, près du bar. Tenant un verre auquel il n'avait toujours pas touché. Et il regardait dans notre direction, arborant cette même expression que j'avais vue plus tôt, et qui ne s'était pas totalement dissipée. La honte était toujours présente, plus ancrée désormais, moins saillante mais plus insidieuse. Comme une invitée gênante, qui aurait fini par trouver sa place définitive sur son visage, pour le reste de la soirée. Célestina n'était plus à ses côtés. J'ai parcouru la salle du regard, et je l'ai repérée à une table, située à l'autre extrémité de la pièce. Elle discutait avec une femme que je ne connaissais pas, adoptant une posture exagérément droite et contrôlée. L'attitude typique d'une personne qui s'épuise à vouloir donner le change. Le verre qui s'était brisé avait été remplacé par un nouveau. Mais, à l'instar de Valentine, elle ne semblait pas y avoir beaucoup goûté. Valentine m'a regardé. Je l'ai regardé en retour. Il n'y avait aucune animosité dans cet échange de regards, ni la moindre trace d'affection. Il ne s'agissait que de deux hommes se jaugeant à travers un gouffre de 5 années, et le fardeau de tout ce qui s'y était engouffré. J'ai perçu sur ses traits l'envie irrépressible de me parler. De décharger ce poids dont il était lesté depuis si longtemps, et qui ce soir, dans cette salle de réception, s'était mué en une chape de plomb intolérable. Je me suis levé de table. Non pas parce que j'avais pris la décision d'entamer cette discussion, mais parce que j'ai senti que si elle devait avoir lieu, je préférais que ce soit debout, et sur un terrain que j'aurais moi-même choisi. J'ai marché jusqu'au bar, j'ai commandé un autre verre d'eau, et j'ai patienté. Valentine a mis moins de 2 minutes pour m'approcher. Il s'est posté à mes côtés, a commandé un verre sans un regard pour le barman. Puis, il s'est tu un long moment, fixant son propre verre. Et lorsqu'il a enfin pris la parole, il l'a fait d'une voix sourde, diamétralement opposée à la voix dont je me souvenais. Je sais qu'il n'y a rien que je puisse dire, pour changer ce qui s'est passé, a-t-il murmuré. Je n'ai pas croisé son regard immédiatement. J'ai continué à balayer la salle des yeux. Je n'ai pas répondu. Il n'y a rien, a-t-il poursuivi. Un autre silence. Elle m'a fait croire que toi et elle, ça n'allait plus. Elle m'a dit que ce n'était qu'une question de temps, et que si ce n'était pas avec moi, elle partirait avec un autre. J'ai prononcé la phrase suivante lentement, avec un détachement total, et tu l'as cru, parce que tu avais envie d'y croire. Ce n'était pas une accusation, mais un simple constat. À en juger par la réaction de son visage, je savais pertinemment que c'était la première fois qu'on lui jetait cette vérité à la figure, formulée avec ces mots-là. Et je savais aussi qu'une petite voix en lui en avait conscience depuis bien longtemps. Oui, a-t-il articulé, d'une voix à peine audible. J'ai avalé une gorgée d'eau. L'entreprise, ai-je lancé au bout d'un moment. Ce n'était pas formulé comme une question, mais comme une porte ouverte sur le sujet. Il a laissé échapper un long soupir. Ce soupir épuisé d'un homme qui porte depuis trop longtemps un fardeau bien trop lourd pour ses épaules. C'est fini, a-t-il avoué. Il n'en reste pratiquement plus rien. Quelques dettes à éponger, encore. J'essaie de résoudre ce qui peut l'être, mais il y a des problèmes qui sont aujourd'hui sans issue. Papa est au courant de tout. Il en sait assez. Une pause s'est installée. Et c'est bien ce qui me ronge le plus. Ce n'est pas l'argent. C'est le fait qu'il sache. Je me suis alors tourné vers lui, pour la première fois depuis le début de la conversation. Et je l'ai regardé en face. Valentine avait vieilli. Il avait vieilli de cette façon bien spécifique qui frappe les personnes rongées par la culpabilité. Et cela n'affectait pas que son physique.
Il y avait dans son regard, une lueur qui n'y était pas il y a 5 ans. Une usure qui ressemblait à celle d'un tissu qu'on aurait trop étiré, et qui serait incapable de reprendre sa forme initiale. Voir mon frère dans cet état ne m'a procuré aucun plaisir. Ce que j'ai ressenti était bien plus inattendu, j'ai ressenti de la pitié. Mais attention, pas cette pitié condescendante du vainqueur envers le vaincu. Une émotion plus profondément humaine, et bien plus complexe. La pitié que l'on ressent lorsque l'on réalise que les êtres humains prennent parfois des décisions désastreuses. Non pas par pure méchanceté, mais parce qu'à un moment T, ils ont préféré occulter la réalité pour ne voir que ce qu'ils désiraient voir. Et ils sont condamnés à vivre avec les conséquences de leur aveuglement. J'avais disposé de 5 ans pour assimiler mon propre rôle dans cette tragédie. Valentine, lui, aurait le reste de sa vie pour assimiler le sien. Comment va-t-elle, ai-je demandé, sans même la nommer. Nous savions parfaitement de qui je parlais. Valentine a pris un moment pour réfléchir à sa réponse. Elle part, a-t-il fini par déclarer. Elle ne me l'a pas encore annoncé officiellement, mais j'ai vu l'évolution. Quand l'entreprise a commencé à péricliter, son attitude a changé. C'était progressif au début, puis c'est devenu brutal. Aujourd'hui, nous sommes juste 2 personnes sous le même toit. Dans l'attente que l'un de nous 2 crève l'abcès, et dise tout haut ce que nous savons déjà tous les 2. Je l'ai écoutée sans dire un mot. Elle a misé sur le mauvais cheval, ai-je lâché, sans cruauté aucune. Comme on énonce une vérité évidente. Valentine a laissé échapper un son qui se voulait un rire, mais qui s'est révélé être un râle fatigué et dénué d'humour. Oui. Je suppose que c'est le cas. Un long silence est retombé entre nous. Puis Valentine a prononcé des paroles que je n'aurais jamais escomptées, ta fille à tes yeux. Il a dit cela d'une voix différente. Plus douce, délestée du fardeau qui pesait sur les échanges précédents. Comme si, dans ce détail infime et concret, il avait trouvé le seul et unique moyen honnête de m'avouer quelque chose de bien plus grand, sans savoir comment s'y prendre. Je l'ai observé pendant un moment. Je sais, ai-je dit. Je me suis éloigné du bar avec mon verre d'eau, et j'ai regagné la table où étaient attablés Louisa et mes parents. Valentina s'était endormie dans les bras de mon père. Avec cette confiance inébranlable des jeunes enfants, qui ressentent, sans qu'on ait besoin de le leur expliquer, qu'ils se trouvent en lieu sûr. Je me suis assis. Louisa m'a lancé ce regard interrogateur, si silencieux qu'il n'avait que faire des mots. J'ai posé ma main sur la sienne, au milieu de la table. Elle a compris. À l'autre bout de la pièce, Célestina nous épiait. Non plus avec dédain. Et la maîtrise de soi dont elle faisait preuve en début de soirée n'était plus qu'un lointain souvenir. Elle nous fixait avec une expression qui est bien plus difficile à arborer que de l'arrogance. C'était le regard d'une personne qui vient de comprendre. Qui réalise, de manière incontestable, que les histoires qu'elle se racontait depuis 5 ans, n'étaient qu'un tissu de mensonges. La véritable histoire se déroulait sous ses yeux, à notre table. Elle s'incarnait dans la figure de mon père, berçant tendrement sa petite fille endormie. Dans ma mère, qui papotait avec Louisa, comme s'il s'agissait d'une amie de toujours. Dans l'enfant à naître dans 2 mois, qui bien qu'étant encore sans prénom, possédait déjà une famille prête à l'accueillir les bras ouverts. Et enfin, dans ma propre personne. Moi qui avais pris mon verre d'eau, sans avoir à dire un traître mot. La fête s'est terminée passé minuit. Mon oncle Bernardo a tenu à saluer personnellement le départ de chaque invité, respectant cette tradition qu'il honorait depuis 3 décennies. Ce protocole de l'hospitalité, dont il ne déléguait jamais la clôture à quiconque. Quand notre tour fut venu, il a pris ma main, ainsi que celle de Louisa. Il nous a regardés dans les yeux, et nous a sobrement intimé, prenez bien soin de vous. Hortensia a pris Louisa dans ses bras, avec l'affection d'une femme qui en a vu des vertes et des pas mûres, et qui sait reconnaître les histoires qui se terminent bien. Valentina dormait à poings fermés. Je l'ai portée jusqu'à la voiture, avec ces gestes exagérément précautionneux que l'on adopte lorsque l'on devient père, et dont on ne se défait jamais vraiment. J'ai calé sa petite tête sur mon épaule, et je l'ai installée dans son siège auto. Avec une délicatesse qui, selon Louisa, représente la meilleure facette de ma personnalité. Le trajet de retour s'est déroulé dans le silence. Installée côté passager, la main reposant sur son ventre rond, Louisa regardait les arbres défiler sous la lumière des lampadaires. Nous n'éprouvions aucun besoin de nous parler. Nous avions appris à décrypter nos silences mutuels. Comme seuls y parviennent les personnes qui se connaissent véritablement.
celles qui ont passé un temps précieux ensemble, sans se donner en spectacle, qui ont traversé les épreuves difficiles, et qui ont choisi de rester soudées malgré tout. À notre arrivée à la maison, après avoir bordé Valentina dans son lit, je me suis attardé un instant sur le pas de sa porte, à la regarder dormir. C'est un rituel auquel je m'adonne bien plus souvent que je ne veux bien l'admettre à haute voix. Je reste planté là, dans la pénombre du couloir. J'observe sa respiration paisible, et cette manie qu'elle a de dormir les bras en croix, comme si le monde extérieur ne représentait aucun danger pour elle. Et chaque fois, je suis envahi par un sentiment, dont j'ignore le nom exact, mais que je reconnais entre mille. Une forme de gratitude, certes, mais pas seulement. C'est plutôt la prise de conscience absolue, que ce miracle très précis, ne serait jamais arrivé, si le passé n'avait pas tourné aussi mal qu'il a tourné. Si Célestina n'avait pas abandonné cette bague sur la table. Si Valentine n'avait pas pris cette décision. Si je ne m'étais pas effondré, à 2 reprises, sur le carrelage de ma cuisine, persuadé d'être l'homme le plus seul de la terre. Toute cette souffrance n'était rien d'autre que le prix d'entrée, pour accéder à la vie que je menais aujourd'hui. Et cette vie en valait le moindre centime. Louisa m'a rejoint dans le couloir. Elle a observé Valentina un instant, puis a posé sa tête sur mon épaule, avec son naturel désarmant. J'ai passé mon bras autour de sa taille. Nous sommes restés là un moment, enlacés, en silence, dans la pénombre réconfortante de notre maison. Celle dont la fenêtre de la cuisine donne sur le jardin. « Comment tu vas » m'a-t-elle murmuré. C'était la même question que d'habitude. Au présent, de façon réelle, bien, lui ai-je répondu. Et pour la première fois, ce fut une vérité absolue, évidente à formuler. Tu lui as parlé? Oui. J'ai repensé à Valentine au bar, son verre plein à la main, avec son regard de chien battu. J'ai repensé à cette voix grave, que j'avais eu du mal à identifier sur le coup. Car je n'avais jamais entendu mon frère parler ainsi, délesté de son charisme factice et de sa confiance préfabriquée. C'était tout bonnement la complainte d'un homme qui ployait sous un fardeau trop lourd. Et qui, l'espace d'un instant, a cessé de faire semblant qu'il n'était pas en train d'expier ses péchés. Il est en train de payer l'addition, ai-je confié. Pas avec de l'argent. Avec tout le reste. Louisa a doucement hoché la tête. Elle ne m'a pas harcelé pour en savoir plus. Elle avait saisi qu'il existe des émotions impossibles à résumer en quelques phrases, sans prendre le risque de les dénaturer. Nous sommes allés nous coucher. Et cette nuit-là, j'ai trouvé le sommeil d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Sans réveil en sursaut à 3 heures du matin. Sans contempler le plafond. Sans crouler sous le poids de questions existentielles laissées en suspens. J'ai dormi du sommeil du juste. De celui qui a atteint sa destination, et qui en a pleinement conscience. Les semaines suivantes furent empreintes de ce genre de quiétude dont on mesure toute la valeur, qu'après en avoir été privé bien trop longtemps. L'entreprise continuait de prospérer. Nous avons scellé un nouveau contrat avec une usine de fabrication locale, ce qui a eu pour effet de tripler notre charge de travail par rapport au trimestre précédent. J'ai dû embaucher 2 personnes supplémentaires. Horacio, qui avait démissionné de son poste à l'usine 6 mois plus tôt, a intégré mon équipe en qualité de superviseur des opérations. Je lui ai octroyé un salaire qui lui garantissait une stabilité financière inédite. Ce recrutement m'a procuré une satisfaction toute particulière. Pas seulement parce qu'il témoignait de la croissance de mon entreprise. Mais aussi parce que cette réussite profitait à des personnes concrètes, des personnes qui le méritaient amplement. Mon père est venu nous rendre visite, 3 semaines après la soirée chez Bernardo. C'était la toute première fois qu'il mettait les pieds chez nous. Il a débarqué un samedi après-midi avec ma mère. Laquelle s'est pointée avec 2 tupperwares remplis de nourriture que personne ne lui avait réclamé. Elle les a rangés dans la cuisine, avec l'autorité naturelle d'une personne persuadée de bien agir. Mon père a exploré la maison à pas feutrés. Inspectant chaque pièce avec son attention légendaire. Il a fait une halte dans le jardin. Il a scruté l'endroit en silence pendant un moment. Puis il m'a regardé. « C'est beau, Benjamin » m'a-t-il dit. 3 petits mots. Mais lourds de sens, lorsqu'ils émanent de la bonne personne. Nous n'avons pas parlé de Valentine de l'après-midi. Non pas que le sujet fût tabou. Mais ce n'était tout bonnement pas nécessaire. Il y avait des sujets de discussion bien plus essentiels auxquels consacrer ces heures précieuses. Ma mère s'est amusée avec Valentina pendant près de 2 heures,
déployant une vitalité que je ne lui avais plus vue depuis belle lurette. Mon père et moi avons pris le café dans le jardin. Nous avons parlé de choses banales, du boulot, du voisinage, ou encore d'une plante que Louisa avait mise en terre près de la clôture, et qui avait poussé plus vite que prévu. C'était un après-midi sans esclandre, sans grande déclaration. Et c'est bien ce qui l'a rendu parfait. Notre fils a vu le jour cette semaine après cette visite. Nous l'avons appelé Horatio. Oui, d'après lui. D'après l'homme qui, un après-midi, m'a invité à boire une bière alors que je n'avais pas ri depuis 3 mois. Et qui m'a posé la question la plus simple, et pourtant la plus cruciale, de toute cette sombre période. Lorsque je lui ai dévoilé le prénom de mon fils, Horatio m'a dévisagé avec la moue de celui qui ne sait pas gérer ses émotions. Il a simplement hoché la tête à plusieurs reprises, sans prononcer le moindre mot. Ce fut là encore, un moment de pure perfection. J'ai eu des nouvelles de Célestina et de Valentine par le biais du Leia, comme d'habitude. Ils se sont séparés 2 mois après la soirée de Bernardo. Sans faire de vagues, sans déclaration tapageuse. Avec cette discrétion caractéristique des ruptures, dont l'issue était inéluctable depuis fort longtemps. Célestina a quitté la ville. Je n'ai jamais su pour quelle destination, et je n'ai pas cherché à me renseigner. Valentine est restée. Il s'est efforcé de liquider les restes de l'entreprise. Faisant preuve d'un sens des responsabilités trop tardif pour sauver les meubles, selon ma mère. Mais qui, sait-on jamais, aura peut-être suffi à préserver l'essentiel, sa dignité. Ma mère m'a raconté que Valentine avait rendu visite à mon père. Qu'il s'était entretenu pendant des heures. Que mon père l'avait écouté d'une traite, sans jamais l'interrompre. Et qu'à la fin de son récit, il ne lui avait pas sorti que tout allait bien, ou qu'il lui pardonnait, en usant de mots creux et sans valeur. Non. Il lui a dit qu'il l'aimait. Que l'amour n'est pas synonyme d'approbation. Et que l'on peut parfaitement ressentir l'un, tout en refusant l'autre. Mon père a toujours su trouver les mots justes, pour les choses qui comptaient. Je ne savais pas si Valentine et moi pourrions un jour, retrouver la complicité de notre jeunesse. Je ne me suis fixé aucun objectif à ce sujet. Ces choses-là ne se décrètent pas. Elles se construisent ou non avec le temps, la patience, et la bonne volonté de chacun. Toute tentative d'accélérer le processus serait vouée à l'échec. Ce dont j'étais sûr, en revanche, c'est que la rancœur avait déserté mon cœur. Non pas parce que je serais un saint. Ou parce que j'aurais atteint un degré de zénitude me plaçant au-dessus de la mêlée. Mais tout bêtement parce que la rancœur est un fardeau. Et j'ai appris à mes dépens qu'on ne peut pas construire un avenir radieux, si l'on s'évertue à trimballer des valises pleines de cailloux. Qu'il faut se délester de l'inutile, pour pouvoir s'élever. Que la véritable liberté ne se résume pas à l'absence de souffrance. C'est la décision consciente de refuser que cette souffrance dicte le reste de notre existence. Célestina m'a enseigné cette leçon, à son corps défendant. Et je lui en étais, d'une manière tout à fait saugrenue et involontaire, profondément reconnaissant. Un soir, alors qu'Horatio était âgé de 6 semaines, et que Valentina dormait à poing fermé dans sa chambre, avec cette habitude si touchante de dormir les bras en croix, je me suis posé dans la cuisine. Je regardais à travers la fenêtre donnant sur le jardin. Une tasse de café, devenue tiède, à la main. Et j'ai repensé à cette fameuse bague, sur la table. Je l'ai évoquée sans cette boule au ventre, qui m'avait si longtemps tétanisé. De la même façon que l'on se remémore un événement du passé, qui n'a plus le pouvoir de vous meurtrir. Qui est devenu, tout simplement, le chapitre d'un livre qui vous a conduit là où vous deviez être. Louisa a fait irruption dans la cuisine. Elle a remarqué ma tasse de café tiède. M'a jeté l'un de ces regards prétendument réprobateurs, qui me donnent immanquablement le sourire. Et elle a placé la tasse dans le micro-ondes, sans rien dire. Elle me l'a ramenée fumante, s'est assise face à moi, et nous sommes restés là. Bercés par le silence douillet de notre cuisine, avec cette vue imprenable sur le jardin. Avec 2 bambins dormant du sommeil du juste, à quelques mètres de là. Une entreprise florissante. Et une vie que l'on ne devait à personne, sinon à nous-mêmes. Au fruit de notre labeur, et des décisions que nous avions prises conjointement. Dehors, le jardin était plongé dans l'obscurité et la quiétude. La petite plante près de la palissade poursuivait sa croissance. Et moi, pour la première fois depuis une éternité, je n'avais plus aucune question existentielle en suspens, qui me tiraillait à 3 heures du matin. J'avais cela. Et cela suffisait amplement. C'était même bien plus qu'assez.